si on a ces flux migratoire, c'est bien en raison de la situation lamentable de l'État, la situation lamentable des sociétés africaines dont il convient en réalité de faire le jugement. Donc la question, c'est pourquoi aujourd'hui ces sociétés sont dans un tel état de sorte que des milliers de personnes se sentent obligées de se réfugier dans des pays beaucoup plus riches pour subvenir à leurs besoins. Est-ce que vous pensez que ces sociétés auraient pu rattraper leur retard économique après l'indépendance ? C'est une évidence. Vous savez, alors chaque fois qu'on parle des raisons pour lesquelles ces sociétés sont dans un état lamentable, les faux amis du tiers-monde arrivent toujours en désignant la colonisation comme étant la source de tous les maux. Vous savez, l'héritage colonial. Alors très bien, parlons de la colonisation, mais de quelle colonisation parle-t-on ? Est-ce qu'on parle de la colonisation ottomane ? Est-ce qu'on parle de la colonisation du Soudan par l'Égypte quelques années avant l'invasion française de l'Algérie ? Est-ce qu'on parle de l'expansion militaire du califat de Sokoto ? Vous savez, cet vaste État musulman qui a été démantelé un peu à la fin du 19e siècle. Est-ce qu'on parle du sultanat de Mascate et d'Oman, vous savez, qui s'est répandu sur le littoral est de l'Afrique ? Est-ce qu'on parle de ces sultanats comoriens qui se sont livrés à toutes sortes de guerres pour capturer des esclaves ? Est-ce qu'on parle des royaumes malgaches qui ont eux-mêmes trempé dans toutes sortes d'intrigues impériales et qui ont vécu aussi du commerce d'esclaves ? Vous voyez, quand on parle de la colonisation, il est quand même bon de se souvenir qu'il n'est pas de peuple qui soit toujours et partout innocent. Et d'ailleurs, le simple fait que nous persistions ici et là à parler de la colonisation au singulier avec l'article défini là, comme si on n'avait eu qu'une seule, est déjà en soi révélateur d'une espèce d'ignorance entretenue par ce mythe rousseauiste du bon sauvage qui oublie un peu vite que malheureusement l'Afrique n'a pas attendu l'expansion européenne au 19e siècle pour être le terrain de jeu des conquérants, des esclavagistes et autres potentats dont la main indigène n'était pas nécessairement plus douce que celle des nouveaux arrivants. Est-ce que la colonisation occidentale, malgré tout, n'a pas eu une autre dimension et une autre emprise par rapport à celles qui l'ont précédée ou accompagnée ? C'est vrai que les Européens ne se sont pas toujours bien comportés, il serait évidemment ridicule de le nier. Mais enfin, la colonisation européenne, en l'occurrence, n'explique pas tout. La colonisation européenne, elle ne vous explique pas pourquoi, il y a encore 70 ans, le PIB par habitant de la Corée du Sud était inférieur, vous m'entendez, inférieur à l'Afrique subsaharienne. On va regarder les courbes. Là, aujourd'hui, les Sud-Coréens exportent des réacteurs nucléaires, là où vous avez encore un Africain sur deux qui n'a pas accès à l'électricité. Ça, la colonisation européenne, je suis désolé, ne l'explique pas. Il y a en revanche un autre épisode historique qui explique le retard persistant de l'Afrique, et un épisode qu'on se garde bien de rappeler dans les médias français pour des raisons que savent très bien, par exemple, les lecteurs de Raymond Aron. Cet épisode, c'est le poids de la guerre froide, puisqu'il faut se souvenir que la plupart des pays africains accèdent à l'indépendance dans un contexte de guerre froide, et que la quasi-totalité des élites indépendantistes africaines vont éprouver une espèce de fascination mortifère à l'époque pour le modèle soviétique. Et donc ce qui est assez intéressant, c'est que vous allez avoir toutes sortes d'expériences collectivistes dans des pays comme le Congo-Brazzaville, le Zimbabwe, l'Algérie, la Tanzanie, et donc là encore, qui singe le modèle soviétique obtient hélas le résultat soviétique. Et par ailleurs, les Comores ne sont pas complètement en reste, puisque vous savez que juste après l'indépendance, quelques semaines après, un coup d'État a été fomenté. Donc vous voyez bien comment les choses commençaient bien, donc un petit coup d'État, par un personnage qui s'appelle Ali Swahili, qui lui-même a été acculturé au marxisme-léninisme alors qu'il séjournait à Paris. Il est contemporain des événements de mai 68, donc merci les 68 arts. Et donc il est revenu aux Comores avec plein de bonnes idées finalement, qu'il n'a pas eu le temps certes de mettre en œuvre, mais ça vous montre à quel point effectivement les élites du continent noir ont été acculturés à cette idéologie qui ne les a pas incités finalement à réclamer la mise en place de véritables institutions tournées vers l'économie de marché. Donc Fergan, l'aide au développement, vous dites, ce sont des bonnes intentions, mais ça ne rend pas service ? Ça ne rend pas service dans la mesure où vous subventionnez finalement des mauvaises structures qui n'ont aucune incitation à se réformer. Vous avez toute une littérature économique là-dessus, mais pire encore, moi je trouve que l'idée sous-jacente de l'aide au développement est une idée qui est terrible, qui confine presque au racisme, parce qu'on entretient
encore une fois, cette fiction que des peuples entiers seraient incapables de se développer si on ne les tient pas par la main. Alors qu'en réalité, le problème, c'est la stabilité politique, c'est la corruption, ce sont des sujets qu'il faut mettre sur la table et qui ne sont plus suffisamment mis sur la table. Quand, par exemple, vous devez verser des pots de vin dans tous les sens, chaque fois que vous éternuez ou que vous levez le petit doigt, ce n'est pas la meilleure manière d'enfanter une industrie prospère. Quand vous avez le poids des archaïsmes persistants, songez que dans bien des pays africains, la notion même de cadastre relève encore de la science-fiction. Vous voyez, c'est quelque chose qui est quand même assez désolant quand on se dit que même l'Antiquité était familière avec l'idée de cadastre. Et encore, quand vous avez un embryon de cadastre, c'est à peine si celui-ci est bien tenu. Moi, je peux vous raconter des histoires familiales qui sont invraisemblables, pendant lesquelles la grande-tante va piller le terrain de la petite-nièce en allant soudoyer un officier de l'administration cadastrale qui va en un trait de plume changer les noms dans les registres fonciers. Des choses qui sont complètement invraisemblables dans les pays développés, ce qui suscite toutes sortes de conflits et ce qui ne permet pas d'assurer la sécurité juridique foncière nécessaire pour attirer des investisseurs étrangers et faire véritablement décoller ces pays-là. Et je me permets de rappeler d'ailleurs que l'Asie ne s'est pas développée grâce à la charité du monde occidental. Elle s'est développée parce qu'elle s'est ouverte progressivement à l'économie de marché. En Chine, c'est Deng Xiaoping qui a partiellement, je dis bien partiellement, parce que c'est pas une aide américaine substantielle, en Corée du Sud notamment. Bien sûr, mais l'aide, vous l'avez aussi dans d'autres pays, elle ne produit pas les mêmes résultats. Donc la question, c'est pourquoi l'aide ici produit une industrie et là-bas est complètement dilapidée dans des systèmes complètement corrompus. Et donc ces questions-là, en effet, elles ne sont jamais mises sous la table. Et le pire, c'est que dans les pays africains, on ne perçoit pas aujourd'hui une véritable volonté de remise en question. Chaque fois que des leaders prennent position sur les questions de sous-développement, c'est toujours pour tenir pour prononcer l'éternel catéchisme tiers-mondiste. On l'a vu avec les coups d'État récents, mais il n'y a pas de volonté, là encore, de se réformer. Et tant que cette volonté n'existera pas, et tant que les gouvernements occidentaux ne seront pas beaucoup plus exigeants quant aux réformes à mettre en œuvre pour... Ah oui, mais s'ils sont exigeants sur les réformes, on va dire paternalisme. Mais le paternalisme, c'est précisément le laisser aller en disant mais on va cajoler ces gens-là parce qu'on ne les sent pas capables de se remettre en question. Il y a eu des tentatives quand même. Il y a eu des tentatives quand même. Il y a eu le discours de la Baule de Mitterrand. Il y a eu, j'en sais rien, ça remonte à loin. Il y a eu des volontés de démocratisation de tout le Sub-Sahel par la France, ou en tout cas de dire il faut respecter. Et puis tout ça part en éclat avec un coup d'État par-ci, un coup d'État par-là, des intérêts privés, les intérêts des armées. C'est très inquiétant. Vous avez raison qu'il y a eu des tentatives. C'est quelque chose qui ne dépend pas seulement des puissances occidentales. Ça, c'est sûr qu'on ne peut pas uniquement compter sur la bonne volonté des puissances occidentales, parce que ça reviendrait finalement à perpétuer cet éternel schéma paternaliste qui nie finalement le libre arbitre et l'autodétermination des peuples du Sud. Mais ça fait aussi partie des sujets qu'il faut mettre sur la table et qu'il faut cesser de taire, comme c'est le cas aujourd'hui. Moi, je n'entends pas beaucoup les gouvernements qui prennent position sur ces questions-là tenir un discours ferme en disant « mais attendez ». Ça fait 50 ans que vous êtes indépendant, il est temps peut-être de se réveiller et d'arrêter de se moquer du monde sur les excuses